Samedi 20 mai 2023, mesdames et messieurs, merci de nous accueillir chez vous dans cette nouvelle édition du journal de Viva. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les actualités de ce jour, la cérémonie du coup d'envoi de la 11e édition des Jeux des îles de l'océan Indien qui s'est tenue hier au CCI Vaste a été marquée par la présentation du logo mais aussi de l'hymne officiel des Jeux des îles qui se tiendra dans le pays. À moins de 100 jours des Jeux, Madagascar est déjà prêt et en pleine préparation selon le président de la République, Andrzej. Reportage. C'est le logo de cette 11e édition des Jeux des îles de l'océan Indien. Un logo qui symbolise un des animaux emblématiques de Madagascar, le maquis. Il a été présenté officiellement hier durant la cérémonie officielle du lancement des Jeux. Comme nous le savons, Madagascar est le pays hôte de cette 11e édition. À J97 des Jeux, le pays est prêt et est en pleine préparation, selon le président Andrzej durant la cérémonie hier. Madagascar est déterminé à tout mettre en œuvre pour assurer le succès de cette grande rencontre régionale. Nos sportifs seront nos ambassadeurs dans cette fierté nationale. Madagascar a déjà accueilli 3 éditions des Jeux des îles, notamment la 3e édition en 1990, la 7e édition en 2007, mais cette année, en 2023, ce sera le plus grand des Jeux qui n'a jamais été organisé à Madagascar pour la 11e édition. En tant que pays hôte, nous travaillons sans relâche pour garantir les installations de qualité, des hébergements confortables et une logistique impeccable. Nous voulons que chaque athlète, officiel, participant, surtout supporter ou simple délégation, expérimente un séjour inoubliable à Madagascar. Ce sera à la fois un rendez-vous sportif mais aussi un événement fraternel marqué par la diversité des îles et leur identité. Ce sont les valeurs qui ont été évoquées dans le thème de ces JOI, la victoire dans l'unité et la diversité. Ces Jeux seront une célébration de l'excellence sportive, du fair play, du respect mutuel, de l'esprit d'équipe et de la diversité culturelle. Ensemble, nous allons démontrer ces valeurs fondamentales dans l'océan Indien et que l'écho résonnera à travers tout le continent africain. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi comme thème des Jeux des îles la victoire dans l'unité et la diversité. Car, comme je le disais toujours, seuls on marche vite, mais ensemble nous irons loin. Une occasion également pour Madagascar de montrer ses valeurs comme le fiavan, mais aussi son hospitalité et de faire découvrir aux îles voisines les richesses du pays selon le chef de l'État. Ces Jeux seront également l'occasion d'échanger et de mettre en valeur la richesse et la diversité culturelle de chaque pays. Dans ce cadre, nous prévoyons des activités qui permettront aux participants de découvrir la diversité de Madagascar et de créer des liens entre nos nations et les participants. Il est à noter, les îles de l'océan Indien seront présents aux Jeux à travers 24 disciplines sportives. Dans la foulée, la chanson officielle des Jeux a été également présentée hier. Parlant environnement, la déforestation dans les aires protégées a connu une importante baisse pendant la période de Covid-19. C'est qui résulte des études estimatives sur l'évolution de la déforestation à Madagascar depuis ces 21 dernières années menées par World Resource Institute en partenariat avec Madagascar National Parks. Reportage de Mervoulat Sferan et Pras Delilson. Pour ces études estimatives sur l'évolution de la déforestation à Madagascar, World Resource Institute a mis en œuvre la technologie Global Forest Watch qui vise à suivre et évaluer la déforestation en temps réel en utilisant les dernières données satellitaires. WRI et MNP ont élaboré une méthode adaptée à Madagascar pour mieux estimer la couverture et la perte annuelle en forêt dans les aires protégées.
Compte tenu de la spécificité de chaque région, surtout de la diversité des types de forêts, des densités de canopée spécifiques pour chaque aire protégée, variant de 1% à 98%, ont ainsi été proposées, alors qu'au niveau mondial, les experts appliquent la densité supérieure à 30%. Donc, on a été obligé de tout adapter. Pour le moment, on est en mesure d'avoir de bonnes estimations de la déforestation dans les aires protégées, donc depuis 21 ans. Et grâce à cette méthodologie que nous avons mis en place, adaptée à chaque parcelle de chaque aire protégée de Madagascar, maintenant que nous avons cette méthodologie en place, que nous savons quelle densité de canopée adapter, nous pouvons enfin estimer la déforestation. Pour le moment, nous regardons que très peu du côté du gain de la forêt. D'abord parce que les forêts ne gagnent pas facilement du terrain, peut-être plus rapidement dans les forêts humides que dans les forêts subarides. Je ne pense pas qu'une forêt dans la région de Bétiouk puisse récupérer après 10 ans, 20 ans, même 50 ans, sans qu'on l'aide en particulier. Après, nous avons aussi les effets du changement climatique qui sont étudiés plus particulièrement dans le sud-ouest, c'est d'où nous revenons. Nous avons noté un impact important du climat, donc encore des études à poursuivre. Et en 2022, les taux de déforestation restent encore assez faibles, avec un taux de 0,73% des forêts restantes l'année précédente, alors que la déforestation devrait être nulle dans les aires protégées à temps évoquées. En revanche, cette déforestation était extrêmement importante à partir du milieu des années 2010, plus particulièrement en 2014, 2017, 2018 et en 2019, d'après toujours cette étude scientifique menée par WRI et MNP. Le réseau des aires protégées couvre près de 6,3 millions d'hectares, dont 4 millions d'hectares de forêt en 2020. Cette forêt ne couvrait plus que 3,5 millions d'hectares dans ces aires protégées en 2022. Revenons sur la baisse de la déforestation. Plusieurs explications ont été avancées par les participants, comme la tolérance zéro, la bonne gouvernance des gestionnaires des parcs, les efforts déployés par les communautés de base à travers le renforcement des patrouilles, mais aussi le développement de l'économie verte et la promotion des chaînes de valeur. Toutefois, la déforestation reste bien plus importante en dehors des aires protégées, toujours pendant la période de la pandémie. Toujours dans cette page sociale, 3000 hectares de terrain ont été visités par l'État actuel pour faciliter à la population l'accès au logement, selon le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat hier. Madagascar est actuellement en plein redressement en matière de logement, si cela s'est dégradé en 40 ans. À cet effet, l'État cherche des partenaires avec le secteur privé dans la construction de logements et pour renforcer le nombre des réalisations. Parmi les solutions également, la mise en place du Fonds national pour le logement, selon le secrétaire d'État. Reportage d'Amienne à Martina et Sechandjenap. En 40 ans, le secteur de logement s'est dégradé. Actuellement, l'État est en plein redressement de ce secteur. Plusieurs stratégies ont été appliquées, comme la construction des logements sociaux ainsi que des logements adaptés aux moyens de chaque citoyen. Dans cette optique, 3000 hectares de terrain ont été déjà repérés par l'État, selon le ministre en charge des logements. L'État initie également la mise en place du Fonds national pour le logement qui servira à coordonner les terrains disponibles pour la construction, mais aussi le fonds qui servira pour la construction des logements. L'objectif est de construire 40 000 logements. Afin de concrétiser cet objectif, l'État s'ouvre au secteur privé, selon le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat. L'atelier sur le logement Madagascar initié par le secrétariat d'État s'est tenu hier en collaboration avec le secteur privé. Par la suite, une concertation ouverte au public pour trouver des solutions pérennes dans le but de promouvoir le secteur du logement à Madagascar se tiendra. Dans un tout autre sujet à présent, page divers, le procès du directeur général et propriétaire de la Gazette de la Grande Île, Olaraso Maaro, s'est tenu hier au Palais de la Justice à Nosy. Le verdict pour cette affaire de vol d'électricité est attendu pour le 26 mai prochain. Pour rappel, le Olaraso Maaro est placé sous mandat de dépôt à la prison d'Indanmour depuis le 25 mars 2023. Il est poursuivi pour tentative d'extorsion de fonds, diffamation, menaces et injures suite à une plainte déposée par l'opératrice économique Brigitte Razak.
Les natifs d'Ambararat, dans le district de Befandina Nord, région Sophie, condamnent les actes de déstabilisation qui ont été volontairement partagés sur les réseaux sociaux. Ils soulignent que le calme règne dans la carrière d'exploitation d'or et il n'y a aucun différent entre le propriétaire et les exploitants qui sont pour la plupart des étrangers. Le représentant de l'OMC à Befandine souligne qu'il s'agit de rumeurs et que les forces de l'ordre n'ont reçu d'ordre de qui que ce soit en vue de s'accaparer de la carrière. Reportage de Jean-Claude Andjemalal. Une carrière d'exploitation d'or dans la commune rurale d'Ambararat, dans le district de Befandina Varach, région Sophie, fait l'objet de rumeurs sur les réseaux sociaux selon lesquelles une tierce personne veut s'accaparer des lieux et menace les exploitants. Cette information est fausse selon les propriétaires du terrain et les exploitants. Le maire le confirme et souligne que même si les exploitants ne sont pas de même origine, les activités sont bien coordonnées et ils cohabitent en toute quiétude. De plus, pour constater les faits, l'OMC est descendu sur les lieux. Il souligne que les informations sur les réseaux sont fausses. La population d'Ambaratt condamne ces actes de déstabilisation. Les exploitants affirment que s'il y a des différends, cela ne devrait pas impacter sur leur activité. L'OMC dans le district de Befandina Nord rappelle que la propagation de fausses informations est sanctionnée par la loi. Reparlons un peu d'environnement. 5 aires protégées à Madagascar bénéficient de financement du Fonds du Danemark dans la préservation des forêts et pour soutenir les activités génératrices de revenus de la population. L'existence des forêts dans ces lieux apporte de l'eau et allège les conséquences du changement climatique, raison pour laquelle ils sont importants pour la population locale et son économie. Reportage de Fandeschaine Mireille. Les aires protégées d'Anjanmain, Kirindmitea, Menabe Antmain et l'allée des Baobabs à l'ouest de Madagascar bénéficient de financements venant du Fonds du Danemark pour la préservation de la forêt et pour le soutien des activités génératrices de revenus de la population. Le financement pour la protection de ces aires protégées à Menabe atteint les 15 millions couronnes danoises. Environ 381 000 hectares de surface protégée ont été financés à travers ce projet, dont 190 000 hectares sont couverts de forêts. Les aires protégées préservent la plupart des ressources naturelles de Madagascar. Le soutien dans l'amélioration de la gestion des zones protégées signifie un soutien dans le développement social et économique de Madagascar. Le FAB-PM, ou Fondation pour les aires protégées et la biodiversité de Madagascar, est le responsable dans la gestion financière du projet, tandis que le consortium gère la gestion technique des zones protégées. Madagascar National Parks, FANIMP et Dural Wildlife Conservation Trust se charge de la réalisation du projet. En 2 ans, la surface brûlée au sein des zones protégées a diminué du fait des efforts communs fournis par les autorités, les experts et la population locale. Les actualités internationales de ce soir, les États-Unis et leurs alliés du G7 ont annoncé hier de nouvelles sanctions pour enrayer la capacité de la Russie à poursuivre sa guerre en Ukraine, visant le très lucratif commerce des diamants russes à l'occasion du début de leur sommet à Hiroshima. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky participera en personne au sommet. France 24 nous en dit plus. Bonjour Alexis. Alors ça y est, tous les membres du G7 sont là, le sommet a débuté. Tous les dirigeants du G7 sont arrivés. Le dernier était le président Emmanuel Macron ce matin. La plupart ont profité de la journée d'hier pour avoir un entretien privé avec Fumio Kishida, le Premier ministre japonais. Le président français a quant à lui eu son échange ce matin. Ils ont convenu de poursuivre leur collaboration sur le nucléaire civil et sur la cybersécurité. Puis tous les chefs d'État de ce G7 sont allés au parc mémoriel d'Hiroshima, un moment très solennel dans un endroit très significatif au vu des tensions actuelles dans le monde. Alors, à quoi peut-on s'attendre pendant ces 3 jours de sommet ? Eh bien,
plusieurs points seront abordés, dont évidemment la menace chinoise sur Taïwan, un point très important pour le Japon qui reste le seul pays asiatique du G7. Ce matin, Fumio Kishida et le président français se sont aussi entretenus à ce propos, mais ce dont on va sans doute le plus parler, c'est bien évidemment la guerre en Ukraine et les sanctions contre la Russie. Les pays du G7 affichent un front uni en tout cas sur cette question. D'ailleurs, le Royaume-Uni et les États-Unis ont déjà annoncé en marge de ce G7 hier soir et ce matin de nouvelles sanctions. Et l'un des points le plus scrutés, c'est bien évidemment ces diamants, les diamants russes. On estime que la Russie en aurait exporté pour 5 milliards de dollars en 2021. Et les pays du G7 y voient un moyen de faire un peu plus pression sur la Russie. Et l'autre point dont on parle beaucoup ici, c'est bien sûr la venue de Volodymyr Zelensky, d'abord attendu en visioconférence. Il se murmurait qu'il pourrait venir en personne et l'information semble se confirmer. On estime qu'il serait présent dimanche pour le dernier jour de ce G7. Merci Alexis, vous étiez en direct d'Hiroshima. On va bien sûr vous retrouver tout au long de la matinée pour suivre les débuts donc, de ce sommet du G7. Le sommet de la Ligue arabe à Jeddah en Arabie Saoudite a été marqué par le retour du président syrien Bachar al-Assad. Après 12 ans d'absence, ce dernier signe ainsi sa réhabilitation sur la scène arabe après un lent isolement dû à la guerre dans son pays. France 24. Absolument, c'est deux invités à ce sommet diamétralement opposés. C'est incroyable parce qu'en fait, c'était censé être le grand retour sur la scène diplomatique arabe de Bachar Assad après 12 ans d'exclusion. Mais l'arrivée tonitruante de Volodymyr Zelensky a vraiment douché ses espoirs. C'est en fait, d'une certaine manière, Zelensky a éclipsé Bachar Assad. Mohamed Ben Salman, c'est le saoudien et l'hôte de ce sommet, il a salué Zelensky dans ses propos de l'ouverture de la réunion avant Bachar Assad. Alors, ils étaient les deux hommes dans la même salle. Bien sûr, Bachar Assad n'aurait jamais envisagé un tel scénario. Il ne s'attendait pas du tout à l'éruption dans la salle, effectivement, de Zelensky. Et après, en fait, c'est Zelensky qui a pris la parole face aux 22 membres. Bon, ils n'étaient pas tous là, mais face à la Ligue arabe, c'est Zelensky qui a pris la parole le premier, après le prince héritier saoudien MBS. Alors c'est incroyable, c'est presque du jamais vu à ce sommet. Et je vais juste ajouter que moi, à longueur de journée, je regardais les images sur à la grande chaîne de télévision d'État gouvernementale saoudienne. Et le visage qu'on voyait le plus souvent à la télévision saoudienne, c'était le visage de Zelensky. Quand on dit qu'il a volé la vedette à Bachar Assad, c'est pas exagéré. C'est vraiment Zelensky qui a accaparé toute l'attention qui était sous les projecteurs ici, surtout quand il a appelé les Arabes, les membres de la Ligue arabe, à ne pas fermer les yeux. Il les a accusés, pointés du doigt un peu, d'avoir fermé les yeux sur les prisons de la Russie, sur les annexions illégales de la Russie en Ukraine. Et je pense que c'est vraiment un discours qui a remporter la victoire, si on peut ainsi dire, sur le discours virulent de Bachar Assad à ce sommet. Alors, à la fin de la journée, je pense que qu'est-ce qu'on va retirer de cette journée très chargée, très mouvementée? Je pense que c'est plutôt l'arrivée de Volodymyr Zelensky à l'invitation de Mohamed Ben Salman, et on va moins retenir peut-être Bachar Assad et qui voulait que ce soit vraiment une victoire nette et claire de sa politique, de sa diplomatie pendant 12 ans brutales de guerre civile en Syrie. Merci beaucoup Douglas. Douglas Herbert, donc envoyé spécial à Jeddah. Alors que se tiennent des élections présidentielles et législatives en Turquie, l'immigration est devenue un enjeu central de la campagne. Le discours se durcit contre les étrangers et en premier lieu les Syriens. Le pays en accueille officiellement près de 4 millions. Reportage toujours avec France 24. Gaziantep, dans le sud de la Turquie. Ici, un habitant sur 4 est syrien et ils ne sont plus les bienvenus.
Le peuple turc veut que les Syriens s'en aillent. C'est bon maintenant, on les a accueillis assez longtemps. Désormais, 95% des Turcs veulent que les Syriens s'en aillent. Dans cet entre-deux-tours de la présidentielle turque, le discours de l'opposition s'est durci contre les étrangers, désormais accusés d'être des envahisseurs, des délinquants, des violeurs potentiels. Mais ce responsable local du CHP veut montrer un visage plus policé à la presse étrangère. Nous devons d'abord nous assurer que la Syrie est en paix et que nos amis syriens ici pourront y être renvoyés dans des conditions de sécurité et de manière volontaire. Pourtant, la stratégie est claire, rallier l'extrême droite ultranationaliste et ses 5% de voix, malgré sa campagne sur la peur d'un grand remplacement. Nous faisons en moyenne 2 enfants par famille, mais eux, les Syriens, ils font 6 enfants en moyenne, ce n'est pas naturel. À ce rythme, d'ici 10 ans, ils contrôleront toutes les administrations de Gaziantep. Comment notre peuple peut-il l'accepter ? Ces réfugiés, ils doivent partir dans l'année qui vient, c'est la première et la plus importante de nos conditions. Un discours qui banalise les actes de haine et de racisme en Turquie. Depuis le début de cette campagne, les Syriens rasent les murs. À Deir el-Zor, en Syrie, Dr Mounir était un médecin respecté avant d'être jeté en prison et torturé par le régime. Ici, il n'est qu'un étranger de plus qui craint d'être renvoyé chez ses bourreaux. Psychologiquement, c'est très difficile pour les Syriens en Turquie en ce moment. Je regarde la télévision, j'ai l'impression de suivre la campagne, et encore plus que les Turcs eux-mêmes. On ne peut pas vraiment aller à la police. D'abord, on ne veut pas faire de problème, mais en plus, on sait que personne ne nous défendra. Dans ces conditions, que croyez-vous qu'il va se passer si l'opposition arrive au pouvoir ? Toute la classe politique turque ressent cette pression xénophobe. Le ministre de l'Intérieur a assuré que les Syriens étaient des frères, mais que la Turquie ne deviendrait jamais un dépôt à migrants. Et c'est ce qui conduit à la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre attention et de votre fidélité à notre chaîne. N'oubliez pas la suite de notre programme. Très bonne soirée à tous. Au revoir.